Je vous remercie, frère Thierry, pour votre invitation. Je salue tous les invités. Merci beaucoup d'être là pour m'écouter. Je suis très honorée. Je suis là pour essayer de parler de mes deux livres que j'ai pu écrire les dernières années. Et surtout, donc, comme frère Thierry a dit tout à l'heure, sur le sujet du mystère russe. Je tâcherai de répondre à deux questions principales. C'est pourquoi la Russie est un mystère et pourquoi l'Europe devrait aujourd'hui tourner son regard vers la Russie à nouveau. Parce qu'on connaît dans l'histoire, et j'en parlerai, les moments où l'Europe a pris cette décision et ce choix de regarder de côté de la Russie. Quand on parle de la Russie, on parle toujours du mystère. Pourquoi la Russie reste-t-elle toujours aussi peu connue en Occident, malgré les efforts des passeurs de la Russie en France, comme Eugène Melchior de Voguet d'ailleurs était le plus représentatif. La Russie était vraiment considérée comme un pays barbare, très... Mais vraiment inconnu et inaccessible à l'Occident jusqu'à XVIIIe siècle. La Russie connaissait la France et la France ne connaissait pas la Russie, tous les pays de l'Europe et de l'Occident. À partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, la Russie, on voit apparaître en France les ouvrages savants consacrés à la Russie, à la littérature russe, l'analyse de la littérature russe, l'analyse de l'histoire. Et vers la fin du XIXe siècle, là, c'était une véritable ouverture, une véritable découverte de la Russie en France. Et c'est le vicomte Eugène Melchior de Voguet il est là. C'est lui qui était le premier véritable passeur de cette culture savante, de cette profondeur, de cette profonde culture russe. La critique qu'il a écrit sur les écrivains russes et surtout sur la littérature russe, oui, reste de nos jours la meilleure critique. Par exemple, sur Dostoïevski. Aujourd'hui, Melchior de Voguet, 100 ans plus tard, est considéré comme le meilleur spécialiste français de Dostoïevski. Et ce qu'il a dit, c'était suffisant pour les années à venir encore, parce qu'il a tout dit. Melchior de Voguet, donc fin du XIXe siècle, les dernières décennies, il a écrit en 1886 son œuvre consacrée aux écrivains russes, parue en France. Il a été élu à l'Académie française justement pour sa contribution dans la connaissance du monde russe en France. Et il était le plus jeune académicien à l'époque. Il a eu 40 ans quand il a été élu. Il est parti vivre en Russie. Il a vécu 7 ans en Russie. Il a été d'abord troisième, après le deuxième secrétaire à l'ambassade de France à Saint-Pétersbourg. Il a été très proche de la cour de Tsar. Il a épousé Alexandra Annenkov, la fille du général Annenkov, qui lui a fait 4 enfants. Donc il a été vraiment... C'est à travers la femme qu'on comprend la culture, et que Voguet, il a été marié avec une femme russe, et c'était le meilleur moyen, disons, il n'y a pas mieux pour pouvoir, quand tu vis avec la Russie, il n'y a pas mieux pour ressentir, pour vraiment voir les subtilités d'une autre culture. Il parle de ses rencontres, il parle ce qu'il ressentait. D'ailleurs, quand il a rencontré Dostoïevski, ce qui est curieux, c'est que Voguet, il a tellement bien écrit sur Dostoïevski, mais il a toujours été très sceptique. Et il disait... Ce type, il était très méfiant vers Dostoïevski. Il dit c'est un mélange entre Медведь et Yosh, entre ours et un hérisson. Il disait que Dostoïevski, c'était quelqu'un qui était très arrogant, qui était très chauviniste, et qui disait nous, on peut comprendre tous les peuples. Nous, les Russes, on n'est pas humains. On peut comprendre tous les peuples. Et vous,
que voilà, vous pouvez comprendre votre peuple et les Russes peuvent comprendre tout le peuple. Mais le Dostoïevski, il allait quand même assez loin dans sa vision du peuple russe et de sa destinée voilà, eschatologique. Et il y a des raisons de penser cela. Il y a des raisons aujourd'hui de retourner, de reprendre Dostoïevski, de le relire et de relire ses pensées, ainsi que d'autres philosophes russes, pour voir que, et pour comprendre que finalement, ce sont des prophètes. Ils ont prophétisé beaucoup de choses. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'était en quelque sorte prophétisé il y a 100 ans. Et que quand Dostoïevski dit que l'Europe va mal, et il disait que l'Europe, c'est un cimetière. Il disait cela à l'époque, il y a 100 ans, qu'il y avait cette perte, des choses qui échappaient déjà. Il y a l'essentiel qui partait déjà, qui commençait à partir. D'ailleurs, beaucoup de Français, à tort, croient que Dostoïevski, il était tellement pro-russe, en adoration de cette Russie, et que le messianisme russe s'arrête sur la domination du monde, en tout cas de ces civilisations chrétiennes. Mais en fait, quand on lit vraiment attentivement Dostoïevski, et quand on analyse et quand on comprend, c'est que Dostoïevski, il y a des citations, je peux vous le donner, toutes ces citations, où Dostoïevski dit la destinée mondiale de la Russie, c'est la destinée donc universelle, et c'est la destinée de faire tout pour que l'Europe aille bien. C'est que les Russes sont là, et ils s'inquiètent, ils disent qu'on aime l'Europe autant qu'on aime notre propre pays. Et il y a cette union, cette envie de fusion avec l'Europe, avec nos frères, avec cette Europe qui, quand même, comme nous, on est dans ce continent chrétien, dans la même histoire chrétienne, et on a un fort ressenti de ce rapprochement et de ce besoin que nous pouvons avoir l'un de l'autre, avec les pays, les uns avec les autres, les pays de l'Europe, avec la Russie. Et cette destinée, qu'on voit aujourd'hui, qu'on retrouve finalement le point, disons, les choses qui restent inébranlables en Russie, et cette stabilité spirituelle, cette stabilité russe, c'est quand même, on peut croire que c'est un miracle, mais elle est liée à cette orthodoxie forte et ce fondement orthodoxe de la Russie. Et la Russie, comme je dis dans mon deuxième livre, elle ne tombera jamais. Tant qu'il y a l'orthodoxie, la Russie existera toujours. La Russie sera toujours grande, parce qu'on a la conscience de ce pilier, de ce fondement. Alors, comme disait il y a 100 ans Dostoïevski, tous les autres philosophes russes, d'ailleurs philosophie russe, c'est la philosophie, c'est la théologie, c'est indissociable, il n'existe pas. Proprement dit, philosophie russe, ça n'existe pas. La philosophie russe, c'est toujours philosophie religieuse. Donc c'est en fait, nos philosophes, ils sont tous théologiens. 1830, les premiers philosophes russes, les vrais, les penseurs, c'était à cette période qui avait la naissance aussi de cette conscience slavophile de la Russie. L'Occident est là, et la Russie n'aurait jamais pu avoir ce que nous avons si l'Occident n'était pas là. C'était toujours une réflexion par rapport à l'Occident, en relativisant, en comparant. La Russie était toujours anti-occidentale dans sa façon de penser. La guillotine des Lumières, elle comparait avec le couteau de la raison qui s'approche. C'est le couteau de la raison qui s'approche. Et ce couteau de la raison qui coupe les têtes, c'est la raison qui coupe les têtes. Et finalement, en Russie, ça a été perçu comme quelque chose de négatif. On a toujours rejeté la philosophie de Lumière. On n'a jamais eu ce genre de période en Russie. Rien de semblable, ni à la Renaissance d'ailleurs. Les deux périodes que l'Occident a connues, nous, on n'a jamais connu. Comme quoi, notre voie, elle est tellement différente. Parce qu'on sait très bien que c'est à la Renaissance qu'on commence à faire ressurgir des idéaux païens. Et qu'il y avait le redressement de l'homme, et cet homme qui se croyait, ce retour au paganisme, donc l'homme qui se croyait maître de la nature. En Russie, on n'a jamais vécu ça. Et les Lumières, on sait très bien, voilà, cette raison ce que ça a pu donner. Après, on ne rejette pas la raison, bien évidemment, mais tout doit être fait dans la mesure, assez mesuré et pas démesuré. Et la Russie, en effet, on n'a pas connu cela, mais j'avoue que
Aujourd'hui, en Russie, ça ne fera pas de mal d'avoir un peu plus dans certains moments, de raison, parce qu'on a un peuple qui se base toujours trop sur le sentiment. C'est vraiment, ça domine notre culture, c'est le sentiment. Chez vous, c'est souvent la raison qui domine, et c'est les différences des deux cultures. Et c'est bien d'unir les deux. Nous, on a besoin de votre raison. On a besoin, c'est pour ça qu'on a eu, grâce à vous, les sciences. Pierre Legrand, qui a, malgré la dénationalisation et l'ouverture à l'Europe du pays, il a quand même civilisé en quelque sorte la Russie du point de vue des sciences. On a eu des leçons des Allemands, des Français, on a été très inspirés par la science européenne. Il a toujours vu sa destinée messianique, c'est vraiment propre à la Russie, ça fait partie du caractère national chez nous. On a un pays qui est persuadé qu'on a une destinée, et ça vient donc de nos philosophes, Solovyov, Berdiaev, l'idée russe. Donc l'idée russe, c'est justement cela, cette idée d'être un rempart, le dernier rempart de ce monde contemporain, la dernière grande puissance où il y a le fondement chrétien, la grande puissance chrétienne qui aujourd'hui est stable et qui est prête à aider, à accueillir et là pour les peuples qui s'éloignent et qui se rendent compte qu'ils ont tellement perdu l'essentiel et que ça fait tellement mal à un moment quand on se réveille et que quand il n'y a plus rien, il y a le regard de côté de la Russie qui va revenir. Donc là, la Russie, elle est persuadée que ça arrivera un jour et ça paraît logique. Ça paraît logique dans les cas où on perd tous les repères, quand l'Occident est en train de perdre tout et cette liberté de tout. Quand on perd l'essentiel, l'être humain, de point de vue anthropologique, il a besoin de cet essentiel, il le cherchera toujours. Et ce n'est pas les religieux qui le disent, c'est les biologistes, les anthropologues. C'est bien connu qu'on est fait comme ça. On a un mémoire archétypal, on a tout ce bagage de nos origines qu'on a avec nous et qu'on vit avec et qu'on a tout cela dans notre tête, dans nos gènes, toute cette histoire humaine est en nous, l'histoire de nos continents, de nos terres. On est vraiment imprégné de cette histoire et on peut dire ce qu'on veut, mais on porte en nous nos besoins ancestrales et ces besoins, c'est toujours le besoin de mystère, le besoin de regarder plus haut, le besoin de recherche de sens de la vie, le besoin d'avoir des repères forts. Et quand on les perd, à un moment, aujourd'hui, si maintenant il n'y a plus rien, on arrivera ici en Occident à un point où il y aura un mal-être lié à cette perte dans l'air, à cette atmosphère qui sera peut-être pesante, parce qu'il y aura la disparition des vertus, des idéaux et de la beauté, de la hauteur. Alors à ce moment-là, il y aura le retour vers cet intérêt pour la Russie, parce que la Russie elle sera toujours là à dire regardez, nous on le porte, on le donne, on est là, on le partage avec tout le monde qui veut. Et il y aura envie de cette amitié, mais il y aura même nécessité de cette amitié. Et alors, on voit la France, je montre dans le livre le panorama général de la France. Après la guerre, par exemple, cette période-là, c'était la guerre avec les Prussiens de 1870. Et cette défaite de la France vis-à-vis de l'Allemagne. Et dans quel état a sombré la France à cette époque? L'ambiance n'était pas tellement joyeuse en France. L'ambiance n'était pas tellement dans les lumières, c'était plutôt l'ambiance pesante, où il n'y a pratiquement rien qui allait à cette époque. Et la France s'est retrouvée un tout petit peu repliée sur elle-même. D'ailleurs, on peut y rajouter aussi la philosophie d'Auguste Comte, qui était le positivisme en France. Et tout cela ne laissait pas place à la spiritualité. Et surtout, j'accentue encore une fois, le scientisme qui est devenu une nouvelle religion. C'était une... On a arrêté, quand on a compris qu'on peut expliquer l'être humain par les atomes, par les petites particules, et que c'est ça l'homme, on a commencé tout de suite à mépriser toute spiritualité. L'homme, il a pensé qu'il n'a plus besoin de Dieu.
Et on sait très bien que l'allemand, c'est je ne sais pas qui a dit ça, quel historien, mais il a dit que l'allemand, c'est un ami naturel du russe. C'est l'ami naturel de la Russie, c'est l'allemand. Chez nous, c'est aussi assez ancré dans l'histoire. Et là, la France, qu'est-ce qui peut être mieux que les deux, disons, ennemis, mais s'ils ont le même ennemi, ils deviennent amis. Donc la France... il était, rien que pour ça, elle commençait à être bienveillante vers la Russie. Il envisageait déjà la possibilité de l'amitié. Ivo Gué, ça tombait à propos, ça tombait très bien, son activité pro-russe. Il l'amène à ce moment-là, où la France était sombrée un tout petit peu dans son désespoir, il amène la littérature russe. Et la littérature russe qui donne cet espoir, qui donne cet exemple de l'orthodoxie, mais pas pour convertir ou pour tentative de convertir les Français, mais c'est juste cet espoir, cette orthodoxie culturelle du russe et cette force, cette permanence de cette orthodoxie, ça est venu très à propos en France. Et à ce moment-là, la Russie intéresse la France non seulement politiquement, mais aussi spirituellement. Elle l'intéresse aussi par sa littérature. Dostoïevski est devenu à la mode. Vogüé, elle a créé la mode des choses russes à l'époque. La Russie était mise partout. La Russie était tellement à la mode qu'on parlait que de ça. Et Dostoïevski était lu par les modistes. Toutes les modistes de l'époque lisaient Dostoïevski. Les bouchers lisaient Dostoïevski. Les boulangers lisaient Dostoïevski. Dostoïevski était partout. C'était... Si vous voulez, la Russie existe parce qu'il y a cette littérature. Et alors, c'est très particulier, notre littérature. Et l'histoire de notre littérature, elle est particulière aussi. L'histoire de notre littérature, elle a commencé au Xe siècle, quand il y a eu l'apparition de l'alphabet russe, de l'écrit. Avant, on avait une culture païenne. On n'avait pas de texte tout court, donc il n'y avait rien. Et quand il y avait Cyril et Méthode qui ont apporté l'alphabet, c'était la naissance de la littérature. Et en même temps, c'était le baptême de la Russie. Donc le baptême de la Russie, c'est en même temps la naissance de la culture de la Russie et la naissance de sa littérature et de son écriture. Voilà, et ça, c'était tout en même temps. Et c'était comme si c'était quelque chose c'est un seul élément indissociable. Baptême, écriture, culture, littérature. C'est la Russie au Xe siècle avec Prince Vladimir. D'ailleurs, tous les textes russes jusqu'au Pierre le Grand, c'était les textes théocentriques, c'était la littérature. D'ailleurs, en Occident, vous avez eu des genres littéraires. Nous, on n'a jamais connu des genres littéraires avant Pierre le Grand. Jusqu'au XVIIe siècle, on n'a pas eu de genre littéraire, c'était la littérature religieuse. Et c'était la littérature, comme on disait, qui a été écrite avec la grâce de Dieu. Et les textes, voilà, c'était en pensant à Dieu et c'était toujours théocentrique. Après, on a connu les époques soviétiques, 80 ans sans Dieu et sous régime. Mais même ça n'a pas éradiqué, ça n'a pas supprimé l'essentiel de notre littérature, ni de notre peuple, ni de notre spiritualité. Donc cela veut bien dire que c'est tellement profond dans notre culture qu'il n'y a aucun événement de l'histoire qui peut agir et qui peut faire en sorte que nous, on perd un jour cette base et ce fondement que nous avons. Donc ça, c'était un peu pour vous dire que le mystère russe, c'est aussi le mystère de sa littérature. C'est quand même un point assez incroyable, cette littérature russe qui est plus que... Vogüé disait que c'est plus que de la littérature. Et Thomas Mann disait qu'il y a de grandes littératures, il y a la littérature anglaise, la littérature allemande, la littérature française, mais la littérature russe est sainte. Parlant du mystère russe, je pourrais également aborder le sujet très intéressant qui est le sujet de la mentalité russe, du caractère national. C'est difficile de parler de la mentalité du peuple. Il faut regrouper. Moi, j'ai essayé de faire une synthèse des choses les plus marquantes. Le premier, j'ai déjà abordé le primat des sentiments sur les raisons, mais je vais encore dire quelques petits mots. Après, il y a un autre phénomène qui fait un peu de nous, qui fait notre culture, c'est le chaos. On est très dans le chaos. C'est le chaos historique. C'est très. Bon, j'avoue, je suis lucide. Il y a pas la Russie, ce n'est pas
Tyutchev, Fyodor Tyutchev, c'est un poète russe qui était aussi philosophe et qui a écrit un jour un poème consacré à la Russie. Il y a une phrase tellement aujourd'hui devenue fameuse et les Russes, on est tellement fiers de cette phrase et on aime toujours le dire à l'étranger surtout. Je ne sais pas pourquoi ça nous plaît cette phrase-là. On dit la Russie, Vogüé l'a traduit comme on ne comprend pas la Russie avec la raison. On ne comprend pas la Russie. Aux Russes, ça plaît, parce que les Russes eux-mêmes, nous-mêmes, on ne nous comprend pas avec la raison. Vous voyez le problème. Et donc, la Russie est incompréhensible à la raison. Et qu'il disait dans ce même poème que, comme la Russie est incompréhensible à la raison, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne reste qu'à croire en la Russie. Après, il ajoute, comme beaucoup d'autres intellectuels, comme beaucoup d'intellectuels et les philosophes russes ont cru. Et c'est pour ça que la Russie est grande, parce qu'on a toujours cru en la Russie. On avait toujours cette foi en la Russie. Et donc, comme on ne la comprend pas, on croit en la Russie. Je vous incite à croire en la Russie aujourd'hui. Ne tâchez pas à la comprendre, mais essayez juste de croire en la Russie. Et on a vu avec l'époque soviétique, la Russie elle est capable de tout, comme de meilleur comme de pire. Là, c'est quelque chose qui est... On n'arrive pas à comprendre comment et d'où ça vient soudainement comme ça. C'est comme ça chez nous. C'est vrai que c'est difficile de prévoir. Il y avait un général, des Américains dans les années 60 qui dit, c'est un certain général Smith, mais je ne saurais pas vous dire plus sur ce général. Mais je sais que quand il formait l'armée américaine, il disait... Faites attention avec les Russes. Les Russes, le problème, c'est qu'ils sont toujours imprévisibles et que ce qui est bon pour un Russe est la mort pour nous. Voilà, il préparait, il dit il faut connaître notre ennemi. Et il incitait à l'époque à lire Custine. Il disait lisez Custine pour comprendre la Russie. Mais je ne vous conseille pas Custine. Custine, il était assez anti-russe, et de dire que la Russie c'est un pays des morts vivants, qui disait le pays des gens sans liberté. Les gens sont tellement malheureux parce qu'ils n'ont pas de liberté, et quand on n'a pas de liberté, on ne peut pas être heureux. C'est des gens qui ne sont pas heureux, et parce que eux-mêmes ils choisissent cette soumission. C'est le peuple qui veulent être soumis par un tsar, et c'est un peuple bizarre. Pourquoi il veut ça, on ne comprend pas. Donc oui, le peuple qui a voulu son tsar et il veut toujours. Mais Custine, il disait que c'est des gens très étranges. Voilà. Conclusion de Custine, le pays des morts vivants, c'est une prison. La Russie, c'est une prison de liberté. Voilà, Custine. Comment il a comparé les Latins et les Slaves, la comparaison des deux peuples par Vogüé. Alors regardez ce qu'il a dit. Il dit « Imaginez le Latin et le Slave devant une lunette d'approche. Le premier met l'instrument au point, c'est-à-dire qu'il raccourcit volontairement son champ de vision et voit plus petit pour voir plus net. Et le second développe toute la puissance des lentilles, agrandit l'horizon et voit trouble pour voir plus loin. » Je ne sais pas ce qui est mieux, en fait, dans les deux cas. Je n'ai toujours pas décidé. Finalement, c'est bien de voir assez précis, mais tu vois une petite champ de vision qui est petit. Et après, quand tu dézoomes, ça devient tellement grand, mais tu vois rien. Ça floue. Voilà, c'est la différence entre les Slaves et les Latins. Vogüé, non seulement comme seul Français, comme seule personne tout court, même les Russes n'ont jamais réussi à décrire l'âme russe comme Vogüé l'a fait. En tout cas, moi, en tant que Russe, je n'ai jamais rencontré nulle part une telle compréhension, une telle subtilité de l'âme de mon peuple. Et c'est grâce à lui que je trouve qu'il a tellement mis des mots qu'il faut sur ce que nous sommes. Et c'est incroyable comment on peut... Comment il a réussi, le seul de tout le temps, c'est le seul qui a réussi à peu près palper, de toucher, de voir ce que c'est la Russie. Et voilà, à part lui, il n'y a jamais personne qui a pu voir dans ces subtilités-là et d'avoir une telle éloquence pour l'exprimer. Regardez ce qu'il dit des Russes, Vogüé dit « C'est un pays d'âmes vagues. Comme les âmes des gens de mer, concentrées, longuement résignées, avec des violences soudaines de désir. Terre faite pour les tentes plus que pour les maisons, où les idées sont nomades ainsi que les hommes. » C'est beau. C'est magnifique. Moi, j'ai des frissons. J'adore. C'est merveilleux.
Les Russes désirent agir au nom de l'absolu. Si, pour une raison ou une autre, le peuple russe commence à mettre en doute un idéal choisi, il est capable de passer de la peur et de l'obéissance devant Dieu à une révolte incontrôlable. Après, lorsqu'il aussi parle donc d'autres contrastes, par exemple l'aspiration aux valeurs spirituelles suprêmes et des tendances anarchistes et nihilistes. Lorsqu'il parle aussi donc de la bonté innée à côté d'une cruauté extrême. Puis il dit aussi la faiblesse du caractère russe par rapport aux faiblesses de notre caractère. Il dit l'insouciance, on est très, très insouciant, et négligence dans le travail. Voilà, c'est un peu comment les Russes parlent d'eux-mêmes. Le penchant à l'absurdité, attention, c'est aussi notre grande qualité, le penchant à l'absurdité. Mais oui. La passion pour la flagellation de soi-même par esprit de pénitence. Ça, on adore. Ça, quelque chose que les Russes, c'est notre activité préférée. C'est de se faire la flagellation morale par la souffrance. Et je ne sais pas, on adore ça. Personne n'aime souffrir. Moi non plus, je n'ai pas envie de souffrir. Mais en même temps, c'est quelque chose qui... notre âme, il a besoin de drame, de tragédie. Sinon, si tout va bien comme ça, tout beau, tout lumineux, tout clair, on commence à se sentir mal, on n'est pas bien, ça va pas, non, tout de suite il y a quelque chose, on se dit non, quelque chose qui ne va pas, ça, non. Ceux qui, parmi vous, ne connaissent pas encore la culture russe, mais c'est vraiment un univers à part. Je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit qu'on est vraiment la même civilisation, on est les mêmes. On n'est pas les mêmes. On a les mêmes histoires, les mêmes histoires. Donc, romanes, évoluer vers le christianisme, c'est la base de notre société. Mais on est tellement différents, et c'est intéressant de voir ces différences. On n'est pas forcément compatible l'un avec l'autre, c'est vrai. Vivre ensemble, peut-être avec les Russes, on n'est pas avec les Français, il y a beaucoup de différences. Mais c'est le peuple qui reste le peuple ami et le peuple qui comprend, avec qui vous avez ici les mêmes besoins, on a les mêmes aspirations. Il y a un dialogue, il y a deux personnages qui parlent, il y a un qui demande l'autre, il dit « À quoi la Russie confine-t-elle » La question, à quoi la Russie confine-t-elle? Et la réponse, donc il dit, mais oui, vous le savez très bien, à quoi la Russie confine-t-elle? Et la réponse, c'est avec Dieu. La Russie confine avec Dieu. Mais si maintenant on parle d'aujourd'hui, de l'époque d'aujourd'hui, de cette Russie, de ce mystère russe aujourd'hui face à l'Europe, en quelle relation ils sont, je dirais que l'Europe, oui, devrait, aujourd'hui, c'est le moment que l'Europe, comme il y a 100 ans, au moment de Vogüé, quand l'Europe a tourné son regard par nécessité, donc de cette amitié contre l'Allemagne et cette nécessité de redressement spirituel de la France, elle a tourné le regard vers la Russie. L'histoire est cyclique. Aujourd'hui, on se retrouve dans le contexte un peu différent, mais dans la même nécessité, dans le même besoin qu'il y a 100 ans, parce qu'on voit l'état actuel de l'Occident. Et à ce moment-là, pourquoi l'Occident devrait se tourner vers la Russie? Alors je vous dis brièvement pourquoi, à mon avis, on devrait aujourd'hui regarder la Russie. Donc parce que il y a, en regardant, donc la Russie pourrait inspirer la France à retrouver le bon sens qu'elle a perdu. Elle peut inspirer. Je ne dis pas que on n'est pas les leçons je n'ai pas des leçons à donner, parce que ce qui est bon pour nous, ça ne va pas être bon pour vous. Mais il y a une certaine inspiration, une certaine peut-être nostalgie de l'avant, peut-être des valeurs. Ça peut-être faire réveiller les consciences, parce qu'il y a cette alternative, parce qu'il y a cette Russie qui a choisi une autre voie, et pas la voie de cette uniformisation qui mène vers le néant. Quand on uniformise, au final, ça devient le néant, quand il n'y a plus rien. Quand on efface tout, il n'y a plus rien. Alors, pour s'inspirer et pour pouvoir retrouver le bon sens perdu, et d'ailleurs, le bon sens, je ne parle pas dans les termes cartésiennes, ce n'est pas un bon sens selon Descartes, mais c'est le bon sens de la vie, c'est le bon sens des valeurs, de conscience des valeurs. Et les valeurs telles que respect et connaissance de l'histoire, là, la Russie peut aujourd'hui donner l'exemple à l'Occident.
Hommage à nos pères et à nos grands-pères, hommage à nos ancêtres, sens de hiérarchie qui est importante, qu'on a perdu ici. Et avec cette américanisation de la société, cette uniformisation, il n'y a plus de hiérarchie. Mais les hiérarchies existent, rien que quand on parle, par exemple, maintenant, je reviens à cette image de tsar. Pourquoi les Russes aiment tellement le tsar? Parce qu'on a ce sens de hiérarchie, selon Berdyaev d'ailleurs, où il y a le peuple, il y avait le père du peuple, le tsar, après donc l'empereur, plutôt. Ça, l'empereur, c'est plutôt que c'est ça chrétien, c'est le terme vraiment qui porte le message, c'est l'empereur. Après, plus haut, c'est Dieu, donc c'est lui qui est messager, qui est en quelque sorte là pour porter ce message. Et après, il y a Dieu, il y a l'univers, et il y a les hiérarchies à respecter en tout. Et donc, sans ce sens de hiérarchie, philosophique, spirituelle, humaine, sociétale, politique, il y a l'effacement. Enfants, parents, aujourd'hui, les personnes, j'ai l'impression qu'on oublie un peu nos places respectives. Quelle est vraiment la place? Il y a les places de chacun, chacun a sa place. L'enfant a sa place, l'adulte a sa place, et quand on ne respecte pas les hiérarchies, on ne peut pas égaliser et parler en égalité. Il n'y a pas de cette égalité. De quelle égalité on peut parler? Il faut respecter les hiérarchies. Et après, il y a l'héritage chrétien, bien sûr, transmission de cet héritage, transmission tout court, l'envie de transmettre et le devoir de transmettre, conscience nationale, des priorités nationales, sens du sacrifice, ce que la Russie garde toujours. Elle a toujours ce sens de sacrifice. Là où il y a le sacrifice, il y a le héroïsme. Là, le héroïsme, il y a le sacré. Et donc, les choses fondamentales. Transfiguration, notion de l'idéal, conscience du bien et du mal, et embellissement de l'âme. En tout cas, je résume aujourd'hui ce que la Russie peut donner, comment elle pourrait inspirer, en tout cas, le retour de ces idéaux perdus, ce bon sens de vivre, de savoir vivre en Occident. Je vous remercie.